Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'Effet Papillon quand l'histoire bascule, Cortés, au cœur de l'Empire aztèque. « 18 novembre 1518. Hernán Cortés, conquistador espagnol, met voile en toute illégalité en direction des côtes du Yucatan. 30 juin 1520, au cours d'une triste nuit pluvieuse, Cortés est sauvé in extremis d'une mort horrible par 2 de ses hommes. 1521, Cuauhtémoc, le dernier empereur aztèque, est capturé et torturé. L'empire aztèque s'effondre. Ces 3 événements, intimement liés, sont des moments clés de la conquête du Mexique par les conquistadors d'Hernán Cortés. « 1504. Au terme de 2 mois d'une traversée interminable, après avoir affronté l'océan Atlantique, le convoi de la couronne d'Espagne arrive enfin en vue de sa destination, l'île d'Hispaniola. À bord de l'un des navires, un jeune noble castillan, Hernán Cortés, vient tenter sa chance dans cette colonie perdue à 6500 km de son Espagne natale. Car si Christophe Colomb a bien pris possession des Caraïbes au nom des rois d'Espagne en 1492, le continent américain reste pour les Européens une terre d'aventure où tout est possible. C'est le Nouveau Monde. Depuis le début du XVe siècle, le Portugal se lance à la découverte du monde. À l'assaut de l'inconnu, des explorateurs intrépides parcourent les côtes à bord de leurs navires, remontent les fleuves et cartographient chaque rivage, chaque île. En 1492, parti établir une nouvelle route commerciale pour l'Orient, l'explorateur Christophe Colomb se voit barrer le chemin par un obstacle de taille, l'Amérique. L'Espagne lance aussitôt la colonisation d'Hispaniola, puis de Cuba. Dans ces nouveaux territoires, tout est à construire. On a besoin d'hommes audacieux et intrépides. Pour eux, un tel voyage est une promesse de gloire et de richesse. Comme Cortés, ils sont des centaines à s'embarquer pour une aventure aussi exotique que périlleuse. Car ces territoires ne sont pas vierges, ils sont peuplés de tribus autochtones. Devenu secrétaire du gouvernement espagnol de Cuba, Cortés participe à la conquête de l'île. Parti de peu, il se retrouve bientôt riche, mais cette situation confortable ne le satisfait pas. Il est fasciné par les fabuleux récits de ces grands navigateurs partis explorer les confins du monde. Lorsque le gouverneur lui propose le commandement d'une expédition d'exploration des côtes mexicaines, il saute sur l'occasion. La vente de ses terres et des emprunts lui permettent de recruter de solides marins, mais surtout d'acheter un maximum d'armement. Car Cortés envisage secrètement toutes les possibilités, notamment celle de conquérir de nouveaux territoires au nom de la couronne d'Espagne. Le gouverneur, méfiant, ordonne immédiatement qu'on lui retire son commandement. Trop tard. Cortés a déjà levé l'ancre, cap sur le Mexique, en toute illégalité. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Depuis ses premiers pas, l'homme a soif de découverte. Une fascination pour l'inconnu l'a souvent poussé à aller voir plus loin, au-delà de l'horizon. Pour franchir les distances, il a longtemps été limité par ses propres jambes. Puis il a domestiqué les chevaux, fabriqué des bateaux, inventé la roue. Depuis l'Antiquité, la navigation de haute mer est dangereuse. Mais au XVe siècle, on met au point des navires plus solides, plus maniables, capables d'affronter la fureur des océans. La caravelle, invention portugaise, est parfaite pour l'exploration. C'est elle qui permettra à Christophe Colomb d'accomplir son exploit. Aujourd'hui, des techniques de plus en plus poussées
mettent à notre portée de nouvelles frontières. Des abysses de nos océans aux planètes du système solaire, nous avons les moyens technologiques de rentrer dans une nouvelle ère d'exploration. Notre seule limite est notre audace. 11 navires, 518 combattants, 14 canons, 16 chevaux et quelques chiens à la conquête de l'inconnu. Cortés, improvisé chef de guerre hors la loi, sait qu'il ne peut plus faire demi-tour. Mais s'il revient les bras chargés de richesses, le roi lui pardonnera sa désobéissance. Il est devenu un conquérant, un conquistador. Il est condamné à réussir ou à mourir. 1519, au large du Yucatan. Pour les explorateurs, la côte signifie forêt vierge, serpents venimeux et maladie. Cortés sait qu'il va rapidement avoir besoin d'aide, notamment pour son ravitaillement en vivres. Il espère trouver l'hospitalité auprès de l'une des nombreuses tribus indigènes de la côte. La cavalerie espagnole et les armes d'acier ravagent les guerriers ennemis. Pour les Amérindiens, ces hommes à la peau blanche semblent être des dieux surgis de l'océan. En échange de promesses de paix, les Amérindiens leur offrent des tribus, nourriture, or et esclaves. Parmi eux, Malintzin, que les Espagnols renomment la Malinche. L'esclave est à la fois belle, intelligente et cultivée. Elle parle plusieurs langues, notamment celle d'une grande civilisation que les conquistadors ne vont pas tarder à découvrir, l'Empire aztèque. Les Aztèques sont l'un des nombreux peuples indiens d'Amérique centrale. Depuis un siècle, ils se sont taillés un empire de 8 millions d'âmes du tranchant de leurs épées d'obsidienne. Depuis leur capitale Tenochtitlan, ils dominent la plus grande partie du Mexique. La légende raconte que, pourchassés par leurs ennemis, les Aztèques auraient trouvé refuge sur une île marécageuse, au cœur d'un grand lac. Un aigle agrippant un fruit dans ses serres aurait été le signe des dieux. Ici s'élèvera un jour la grande cité aztèque, Tenochtitlan. Depuis, ils ont imposé leur volonté et leur religion à presque toutes les autres tribus environnantes. Toute nouvelle cité vaincue doit adopter le culte de Huitzilopochtli, le grand dieu aztèque de la guerre et du soleil. Pour permettre aux dieux de continuer d'exister, on les abreuve de sang humain. De véritables razzias sont menées sur les villages. L'objectif, ramener le maximum de prisonniers, puis les offrir en sacrifice. Traînée au sommet d'une pyramide, la victime est maintenue sur une dalle de pierre, puis sa poitrine violemment ouverte, son cœur encore palpitant est arraché à la main, puis présenté au soleil. La cité-forteresse. Tenochtitlan est une audace architecturale, car en installant leur capitale au milieu du grand lac de Texcoco, les Aztèques ont été confrontés à de multiples défis. Au cœur, sur l'île rocheuse, se dressent les temples, les palais impériaux et les pyramides. Une grande partie de la ville a été gagnée sur les eaux en fabriquant des terrasses en roseaux fixées par des pieux et recouverts de terre. On y trouve notamment de fertiles plantations de maïs et de tomates. 2 aqueducs acheminent l'eau potable. Des égouts évacuent les eaux usées. Les déchets sont recyclés. D'immenses jetées entrecoupées de ponts permettent d'accéder à la terre ferme. Un réseau complexe de canaux et de digues permet de contrôler le niveau de l'eau et d'empêcher les crues. À l'arrivée des Espagnols, la ville s'étend sur 900 hectares et compte jusqu'à 200 000 personnes, ce qui en fait l'une des plus grandes villes du monde. Aujourd'hui, sur le site même de la cité, se dresse la ville de Mexico.
Quelques centaines de conquistadors contre des millions d'indigènes. Cortés prend rapidement la mesure de la chose. Mais l'Empire aztèque est un colosse aux pieds d'argile. Bâti sur la soumission, il impose une obéissance absolue des autres peuples amérindiens et ne pardonne aucun faux pas. Nombreuses sont les tribus à ne plus le supporter. Cortés le sait et il va habilement en jouer. Il se pose en alternative aux Aztèques. De son côté, l'empereur aztèque Moctezuma II ne sait pas quelle attitude adopter vis-à-vis de ces nouveaux arrivants. Ennemis, alliés, dieux. Prudent, il laisse vivre les Espagnols. Pour l'instant. Traductrice et conseillère, la Malinche permet à Cortés de tisser de précieuses alliances avec les peuples sous domination aztèque. Progressivement, l'armée espagnole grossit. Après 2 mois de périple et de négociations, le conquistador arrive enfin en vue de la capitale, Tenochtitlan. Moctezuma décide finalement de les inviter à le rencontrer. Surveillés par les guerriers aztèques, les conquistadors avancent prudemment. Sur leur garde, ils sont émerveillés par la somptuosité de la cité. La rencontre entre les 2 chefs est celle de 2 mondes. Tout les oppose. Néanmoins, Moctezuma offre l'hospitalité. Les Espagnols se retrouvent dans une situation étrange. Venus s'emparer de nouveaux territoires, les voilà invités pacifiquement. Cortés, au cœur d'une cité étrangère, entouré d'indigènes pratiquant des sacrifices humains, ne sait pas quoi faire. Il a plusieurs options. Il décide de jouer sa carte la plus insensée. Il attend le bon moment et soudainement prend l'empereur Moctezuma II en otage. Son calcul est simple. En décapitant l'Empire, il pense que les Aztèques se soumettront. C'est très mal connaître la société aztèque, car personne ne comprend ce que veut Cortés. La situation est bloquée. Entre-temps, une contre-expédition espagnole a débarqué sur les côtes mexicaines avec pour ordre d'arrêter sur le champ le conquistador hors la loi. Cortés laisse une petite troupe sur place et part affronter ses compatriotes. À Tenochtitlan, par crainte d'un soulèvement, la garnison espagnole isolée massacre plusieurs milliers de nobles aztèques. Lorsque Cortés, miraculeusement victorieux, revient dans la capitale, la situation a changé. La cité est hors de contrôle. Les conquistadors survivants assiégés dans le palais impérial. Au cours des événements, Moctezuma est tué. Les conquistadors n'ont plus le choix. Ils doivent fuir, et fuir vite. « 30 juin 1520. Par une nuit pluvieuse, les conquistadors abandonnent la cité. Surchargés d'or, ils doivent atteindre les portes de la ville, puis traverser dans l'obscurité l'immense chaussée au milieu du lac. Écrasés par le nombre, la furtivité et la rapidité sont leurs meilleurs atouts. Mais rapidement, l'armée aztèque se jette sur eux. Sortis de la brume, des milliers d'Indiens attaquent la colonne de fuyards. Les Espagnols viennent d'entrer en enfer. Leur seule chance de survie est de se frayer un chemin jusqu'à la terre ferme. Certains d'entre eux, alourdis d'or, meurent noyés au fond des marécages. D'autres, capturés, seront offerts en sacrifice aux dieux. Cortés lui-même est désarçonné. 2 de ses hommes le sauvent in extremis. À bout de souffle, décimés, les survivants mettent enfin le pied sur la terre ferme. Cortés vient de perdre la moitié de son armée. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Que se serait-il passé si Cortés avait été tué lors de la Noche Triste? Le chef était incontestablement le pilier moral des conquistadors.
Sans lui, la panique et la détresse auraient très certainement gagné les survivants. La troupe désordonnée n'aurait pas pu faire face à l'armée aztèque. Les rescapés auraient terminé leur voyage sur une table en pierre au sommet d'une pyramide. L'échec aurait transformé l'audace de Cortés en folie. Ses successeurs, refroidis, auraient montré plus de prudence. Il n'y aurait pas eu de conquête. L'Empire aztèque aurait tout à fait pu survivre jusqu'à nos jours. Au XXe siècle, il serait une fédération puissante de cités mésoaméricaines. L'Amérique du Sud parlerait une langue amérindienne. Entourés d'ennemis, à des milliers de kilomètres de chez eux, décimés et blessés, les conquistadors savent qu'ils font face à leur propre anéantissement. Tout espoir de fuite est vain. À leur arrivée sur le Nouveau Monde, Cortés avait fait démanteler ses navires en prévision de ce jour. Le conquistador est désormais pris à son propre piège. Leurs alliés amérindiens sont dans une situation similaire. Massacrés par milliers durant la débâcle de Tenochtitlan, ils savent qu'ils n'obtiendront aucun pardon des Aztèques. Le 7 juillet 1520, les survivants sont rattrapés et encerclés par l'armée aztèque. Au bord du gouffre, sur le point d'être submergés par les flots de guerriers ennemis, 13 cavaliers tentent le tout pour le tout et chargent droit sur le chef de guerre aztèque. Miraculeusement sorti vivant de la bataille, Cortés profite du répit pour refaire ses forces et reprendre l'initiative. Le 30 décembre 1520, il est de retour devant la capitale aztèque. Avec lui, des dizaines de milliers d'alliés amérindiens. Mais cette fois-ci, la ruse ne suffira pas. Le conquistador adapte sa stratégie et se prépare pour un long siège. Il fait construire des navires munis d'armes à feu pour mener des raids sur la capitale. Mais les Aztèques aussi ont appris de leurs erreurs. Attaque de nuit, piège pour contrer la cavalerie, protection contre les balles des arquebuses. Les deux mondes s'adaptent l'un à l'autre pour mieux se détruire. Devant une résistance aztèque forcenée, Cortés décide de pratiquer la tactique de la terre brûlée. Avançant maison après maison, il brûle tout sur son passage. Bientôt, les dernières forces aztèques se retrouvent piégées dans les quartiers nord de la cité. Le 13 août 1521, Cuauhtémoc, le nouvel empereur, est capturé. La ville est presque intégralement détruite. Avec elle, meurt la résistance aztèque. Cortés vient de terrasser l'Empire. L'acier contre la pierre. Les guerriers aztèques étaient redoutables. Rompus au combat par des guerres quasi permanentes, ils étaient combatifs et ne craignaient pas la mort. Mais leur faiblesse venait de leurs équipements et de leurs tactiques de combat. Les Amérindiens ne connaissaient ni le fer ni le bronze. Leurs pointes de flèches et leurs épées étaient en obsidienne, sorte de silex taillé et tranchant, mais très fragile à l'impact. Ils ne faisaient pas la guerre pour tuer leurs adversaires, mais pour les capturer en vue de sacrifices. En face, les conquistadors étaient bardés de fer, et les lames d'acier de leurs rapières étaient aussi tranchantes que résistantes. Arbalètes, arquebuses, canons et cavalerie effrayèrent et décimèrent les rangs aztèques, alors que les flèches ne parvenaient pas à percer les plastrons d'acier. Les conquistadors étaient presque invincibles, d'autant plus qu'ils se battaient ensemble de façon coordonnée, chacun couvrant l'autre. Ils se battaient pour tuer et conquérir. Deux visions de la guerre pour deux mondes différents. Cortés et ses conquistadors n'étaient que la première vague. Rapidement, des missionnaires chrétiens débarquent à leur tour. Ils ont pour mission de convertir à la foi catholique des millions d'Amérindiens païens. De gré ou de force. Le Mexique est organisé et transformé en province espagnole.
Progressivement, des navires chargés de cacao, maïs, cacahuètes, vanille, avocats et tomates arrivent d'Amérique centrale. Tous, Aztèques comme alliés des conquistadors, sont regroupés dans de grandes exploitations agricoles. Mais les Amérindiens ne sont plus si nombreux. Une succession d'épidémies a ravagé la population. Les maladies européennes comme le choléra ou la variole sont venues s'ajouter à celles déjà présentes. Le Cocolistli, l'équivalent de la peste européenne, décimait déjà les villages avant l'arrivée des Espagnols. La promiscuité des exploitations agricoles a fait le reste. En un siècle, la population totale du Mexique passe de 20 millions d'habitants à seulement 1 600 000. Les Amérindiens sont les grands perdants de la conquête espagnole, mais pas les seuls. Les conquistadors recherchaient l'aventure, la gloire et la richesse. Si l'aventure a bien été au rendez-vous, le retour sur investissement de leur sacrifice a été nettement en dessous de leurs espérances. Remplacés par des marchands, ils deviennent des vétérans d'un autre âge, de vieux soldats ayant parfois commis des actes horribles au long de la guerre. Nombre d'entre eux finiront pauvres, se remémorant avec nostalgie leur heure de gloire et la racontant à qui veut bien l'entendre à une table de taverne. Cortés lui-même sera coincé entre son image de conquérant et celle de guerrier sanguinaire. Aujourd'hui encore, on ne sait pas si on doit l'admirer ou le condamner. Tombé en disgrâce, il meurt de dysenterie le 2 décembre 1547. L'Espagne, empire colonial, devient la première puissance du monde. Les échanges se mondialisent. Mais ceci est une autre histoire. Lorsque Christophe Colomb débarque à Hispaniola, on y compte 300 000 habitants. 50 ans plus tard, ils ne sont plus que 1000. 92% de la population indienne d'Amérique centrale disparaît dans le tourbillon des guerres et des épidémies. Pourtant, cet épisode dramatique pour l'humanité n'est pas reconnu aujourd'hui comme un génocide. Un génocide est l'élimination systématique d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Un ethnocide est l'élimination forcée d'une culture. Il s'agit de crimes collectifs planifiés et parfaitement intentionnels. La disparition des Aztèques n'a jamais été l'objectif des autorités espagnoles, mais la conséquence de la conquête, des mauvais traitements et surtout des épidémies. Techniquement, la quasi-disparition de la population indigène d'Amérique centrale n'est donc ni un génocide, ni un ethnocide, ce qui n'enlève en rien toute son horreur. Aujourd'hui, seuls 4 génocides sont officiellement reconnus. Tous appartiennent au XXe siècle. Mais heureusement, la culture aztèque n'a pas complètement disparu. Cortés admirait leur civilisation et de nombreuses œuvres fondamentales ont été préservées par des intellectuels autant aztèques qu'espagnols. En 1978, en plein cœur de Mexico, les archéologues mettent à jour les ruines du grand temple aztèque de Tenochtitlan. Le peuple mexicain, profondément hispanique et catholique, s'est alors souvenu que dans ses veines coulait le sang des Aztèques. Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.